Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être complètement défoncé simplement en regardant un dessin animé ? Moi, je dois dire que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et sans consommer la moindre substance, je vous promets. Parce qu'on va pas se mentir, mais certains dessins animés sont vraiment perchés, et surtout ceux destinés aux enfants. En fait, on peut y trouver énormément de références à la prise de drogue et parfois, c'est même pas subtil. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est quand ce sont les personnages eux-mêmes qui se retrouvent embarqués dans des trips délirants qui défient toute logique. Aujourd'hui, on va découvrir et aussi analyser 5 moments dans des dessins animés cultes où les personnages vivent des expériences intenses avec diverses substances comme les champignons, l'ecstasy, la DMT, le cannabis et bien d'autres. Alors préparez-vous, parce qu'après cette vidéo, c'est peut-être vous qui vous sentirez totalement défoncé. Pour cette première séquence, on retrouve Homer Simpson qui ingère un piment tellement puissant qu'il en devient complètement hallucinogène. Dans cet épisode, Homer participe au festival annuel du Chili à Springfield et décide de goûter les fameux piments du Guatemala, connus pour être extrêmement puissants. Malgré plusieurs échecs, il trouve un moyen de supporter leur piquant en avalant de la cire de bougie. Le problème, c'est que, du coup, il consomme plein de piments d'un coup, sans encore ressentir l'effet du premier. Et c'est justement une erreur que l'on retrouve souvent chez ceux qui consomment des psychédéliques. En pensant que les effets tardent à venir, ils augmentent la dose, ce qui peut ensuite provoquer des effets beaucoup plus intenses qui frappent d'un seul coup. Et ici, pour Homer, c'est exactement ce qui va lui arriver. Il commence à se sentir mal et se tape une montée des effets hyper rapide et puissante. On voit que d'un coup, sa réalité est immédiatement transformée. Les sons se multiplient, les couleurs changent, les formes deviennent liquides et sa perception du monde se déforme complètement. D'ailleurs, à ce moment, Jasper lui dit « qui est une citation de John Lennon dans une de ses musiques qu'il a écrite en partie sous l'emprise du LSD. Les traits comiques de l'épisode sont évidents, mais cette scène est une représentation assez fidèle d'un gros trip hallucinogène où la perception de l'environnement devient soudainement instable. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de ressentir des effets similaires très rapidement en consommant des champignons et de me rendre compte que rapidement, je ne comprenais plus rien à ce qui m'arrivait et que ma perception des perspectives devenait complètement éclatée. Un peu comme ce que Homer vit en ce moment. Tout semble perdre sens et devient effrayant. On ne comprend plus l'intention des autres et de ce qu'ils essayent de nous dire. Et dans cette incompréhension, il décide de fuir. Et là, on a une scène très marrante où Otto, qui dans la série a la réputation d'être un immense junkie, semble exactement comprendre ce que s'apprête à vivre Homer. À partir de ce moment, Homer entre dans un trip totalement introspectif. On s'éloigne donc de l'image d'un trip complètement déjanté qui aurait aucune signification, mais plutôt dans une sorte de voyage spirituel dans lequel on chercherait des réponses. Et c'est plutôt bien amené, parce que juste avant son trip, on voit Marge qui critique son comportement et lui qui ressent un certain mal-être par rapport à ça. Ce qu'on voit ici, c'est la fameuse notion de mindset dont on parle beaucoup dans le domaine des psychédéliques. Ce mindset représente l'état d'esprit dans lequel tu entres dans l'expérience et qui influence fortement le voyage que tu vas vivre. C'est exactement ce qui se passe pour Homer. Son malaise émotionnel, son sentiment de ne pas être compris, tout cela vient alimenter son trip. Ce n'est pas juste une hallucination aléatoire, c'est une quête de sens qui commence. Homer se retrouve alors transporté dans un désert. Et ce décor n'est pas choisi au hasard. Le désert, dans de nombreuses traditions spirituelles et mystiques, est un lieu d'isolement, de purification et de quête personnelle. C'est un endroit où l'individu doit faire face à lui-même, loin des distractions du monde matériel. Ce cadre évoque également les expériences chamaniques avec le peyote, un cactus hallucinogène utilisé depuis des siècles par les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Le peyote contient de la mescaline, une substance psychédélique qui provoque des visions intenses et des expériences spirituelles profondes et très similaires à ce que vit Homer actuellement. Il se retrouve à regarder son reflet dans un cours d'eau et se voit avec les pupilles complètement éclatées, avec des distorsions très bizarres. Et pour le coup, je peux que valider ces visuels, parce que regarder son reflet sous psychédélique est toujours extrêmement bizarre et provoque des distorsions visuelles très prononcées. D'ailleurs, même sans substance, il semblerait que se regarder dans le miroir en se fixant pendant longtemps pourrait provoquer des hallucinations visuelles. On voit qu'Homer perd totalement la notion du temps, notamment avec la scène où il observe le soleil avancer et reculer au rythme de ses pas. Cette image visuellement frappante illustre parfaitement la perte de notion du temps sous l'effet des psychédéliques. Ici, le temps n'est plus linéaire mais devient fluide, se pliant au mouvement et à ses mouvements. C'est un phénomène qui est souvent décrit par les personnes qui consomment des substances hallucinogènes. Homer devient temporairement le maître de sa réalité, où les lois du temps et de l'espace s'effondrent pour se soumettre à son expérience intérieure.
Puis, il fait face à une vision symbolique où il voit le corps de Marge sans pouvoir regarder son visage, ce qui pourrait représenter la distance émotionnelle qu'il ressent dans leur relation. Bien qu'ils soient physiquement proches, Homer se sent coupé d'elle, incapable de vraiment la comprendre. Cette scène reflète son sentiment de déconnexion et de frustration face à l'impossibilité de rétablir un lien fort avec elle. Comme dans de nombreuses expériences psychédéliques, cette vision révèle des vérités profondes sur ses insécurités et sa quête d'une reconnexion à lui-même et à Marge. D'ailleurs, certains psychothérapeutes qui utilisent les psychédéliques en thérapie s'en servent précisément pour faire ressurgir l'inconscient et permettre à leurs patients de se reconnecter avec leurs émotions refoulées. Je suis assez bien placé pour en parler parce que dans le cadre de mes recherches, je collabore beaucoup avec des psychothérapeutes qui utilisent justement ces outils. Et c'est à ce moment-là qu'Homer rencontre un coyote, qui va jouer le rôle d'un guide spirituel dans son voyage. Ce coyote, dont la version anglaise est doublée par Johnny Cash, et c'est pas un choix innocent. Johnny Cash, avec sa voix profonde et son aura mystique, apporte une gravité et une intensité à ce personnage. Même s'il n'est pas particulièrement connu pour l'usage des psychédéliques, il a eu une relation très complexe avec les drogues et a toujours exploré des thèmes de rédemption, de quête de sens et d'introspection dans ses chansons. Et dans la culture amérindienne, le coyote est souvent perçu comme un trickster ou joker, une figure à la fois espiègle et sage. C'est un enseignant qui se sert de l'humour et des défis pour guider les individus vers des vérités enfouies. Il n'est pas un guide doux et rassurant, mais plutôt un miroir qui force celui qui le rencontre à se confronter à ses propres contradictions et à son ignorance. Et cette figure de joker revient souvent dans certaines expériences mystiques que peuvent avoir des consommateurs de DMT, une molécule psychédélique puissamment introspective. Le dialogue entre le coyote et Homer est riche en symbolisme. Lorsque le coyote lui dit qu'il est à la recherche de ce qui lui manque dans sa vie, il ne fait pas seulement référence à un objet matériel ou à une personne, mais à une vérité plus profonde, une compréhension de soi que beaucoup cherchent à atteindre lors des voyages psychédéliques. Mais finalement, Homer se rendra compte que la seule chose dont il a vraiment besoin est Marge, sa femme. Pour la prochaine séquence, on va explorer un épisode de Bob l'éponge qui s'appelle Juste une bouchée. Cet épisode met en lumière les comportements addictifs liés à la drogue. Et oui, je suis désolé mais je m'apprête à gâcher votre enfance avec ce que je vais vous faire découvrir. L'épisode commence avec Carlo, qui se rend compte que Bob l'éponge et tous les habitants de Bikini Bottom sont totalement obsédés par les pâtés de crabe. Et Carlo a le malheur d'avouer qu'il n'a jamais mangé un seul de ces hamburgers légendaires. Bob l'éponge, choqué, insiste pour que Carlo en goûte un. Mais Carlo est catégorique, il n'a jamais voulu en essayer et il ne ressent aucun besoin. Pourtant, la curiosité commence à ronger Carlo. Il se demande ce que tout le monde trouve d'incroyable dans ces pâtés. Et finalement, il cède à la tentation et mange un pâté de crabe. Et là, c'est la révélation. Il en devient instantanément accro. Le parallèle avec une substance addictive devient évident à travers plusieurs éléments de l'épisode. Pour commencer, Carlo n'avait initialement aucune envie d'essayer les pâtés de crabe. Il s'en passait très bien, tout comme une personne qui n'a jamais été exposée aux drogues dures peut vivre sans elles. Mais la pression extérieure, ici représentée par l'insistance de Bob l'éponge et l'omniprésence des pâtés dans son environnement, fait germer une curiosité destructrice. On peut faire ici un lien direct avec la manière dont beaucoup de personnes tombent dans l'addiction, à cause de la pression sociale ou de l'exposition continue à des tentations. Ça nous amène à une théorie très populaire parmi les fans de Bob l'éponge à propos de l'ingrédient secret des pâtés de crabe. Depuis longtemps, Plankton, le rival de Monsieur Krabs, cherche désespérément à découvrir ce fameux ingrédient. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une drogue très addictive, expliquant pourquoi tout le monde à Bikini Bottom en est si obsédé. Cette idée renforce le parallèle avec une substance comme l'héroïne, où une faible consommation peut suffire à créer une dépendance. Comme on peut le voir dans ce tableau de l'aide-mémoire d'addictologie, on voit que l'héroïne est une des substances les plus addictives. L'héroïne, comme les autres opioïdes, altère la chimie du cerveau, créant un état d'euphorie temporaire si puissant que l'utilisateur cherche immédiatement à le retrouver. Et c'est exactement ce qui arrive à Carlo dans cet épisode. Il goûte au plaisir et devient immédiatement obsédé par l'idée d'en consommer encore et encore, au point d'adopter des comportements irrationnels et dangereux. Carlo sombre dans une véritable frénésie. Il devient complètement irrationnel, essayant de voler des pâtés de crabe, se mettant lui-même en danger pour satisfaire son besoin. Ça reflète parfaitement les comportements destructeurs que peuvent adopter certaines personnes dépendantes. L'addiction pousse souvent à prendre des risques insensés, à ignorer les conséquences, tout comme Carlo, qui finit par exploser une trappe pour accéder aux pâtés de crabe. D'ailleurs,
Si on se base selon l'Institut national de la santé, Carlo présente tous les symptômes de l'addiction suite à sa consommation. Tremblements, respiration, difficultés de concentration, troubles du sommeil, anxiété importante, maux de tête, douleurs physiques, troubles intestinaux, grande fatigue et hallucinations. À la fin de cet épisode, Carlo finira par faire une overdose de pâté de crabe. Il explosera et sera immédiatement transporté à l'hôpital. Pour cette troisième séquence, on va pas s'attarder sur un épisode en particulier, mais sur toute la série Les Zinzins de l'espace, qui faisait d'ailleurs partie de mes dessins animés préférés quand j'étais plus jeune. Une théorie assez intéressante de fans qui circule sur internet soutient que chaque extraterrestre représenterait un aspect différent de la défonce au cannabis. Et je vais vous démontrer que c'est complètement possible que ce soit vraiment ce que l'auteur a voulu retranscrire. Commençons par Bud, cet extraterrestre orange qui est toujours affalé devant la télévision. Déjà, son nom est une référence évidente à la variété de cannabis Orange Bud. Et Bud passe son temps à regarder la télé, incapable de bouger, exactement comme une personne qui aurait consommé une grande quantité de cannabis et qui serait dans cet état de léthargie et de procrastination. Il représenterait donc cette phase de flemme et de paresse liée à la consommation de cannabis. Et aussi, regardez-moi ses yeux. Ensuite, on a Ethno, le scientifique du groupe, toujours en train de réfléchir et d'inventer de nouvelles machines. Il est souvent vu comme le penseur de la bande, et il représente cet aspect réflexif que beaucoup de consommateurs de cannabis recherchent et connaissent bien. Le cannabis pourrait stimuler la créativité, générer des idées complexes et amener à des réflexions philosophiques, ou en tout cas en donner l'impression. Ici, avec Ethno, on voit bien cet état d'hyperanalyse et d'inventivité qui pourrait être déclenché par la consommation de la plante. Pour Gorgius, la représentation paraît assez évidente. Il représenterait ce que les consommateurs de cannabis appellent la fonce dalle. Il passe son temps à manger, et son obsession pour la nourriture est l'un des symptômes les plus classiques de la défonce. Des chercheurs ont découvert que le cannabis activait des neurones dans l'hypothalamus qui, normalement, s'occupent de couper la faim une fois qu'on a mangé, mais que sous l'effet du THC, ces neurones inverseraient leur rôle et stimuleraient la faim, même si la personne a déjà mangé. Candy est le personnage à la personnalité hystérique et anxieuse. Il représenterait un autre effet possible de la défonce, la paranoïa. Alors que certains consommateurs ressentent un effet de détente et de calme, d'autres peuvent sombrer dans un état d'angoisse et de méfiance, croyant que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Candy, avec ses réactions excessives et ses peurs irrationnelles, serait une incarnation parfaite de cet aspect plus sombre de cette substance. Et pour finir, Stéréo, le personnage à 2 têtes et 2 personnalités, serait une représentation possible de ce qu'on appelle la dépersonnalisation, que certaines personnes peuvent ressentir après une forte consommation de cannabis. Le trouble de la dépersonnalisation se caractérise par une sensation de détachement ou d'irréalité par rapport à soi-même, où la personne a l'impression d'être un observateur extérieur de ses pensées, de son corps ou de ses actions. Plusieurs études indiquent qu'une consommation importante de cannabis pourrait déclencher ce fameux syndrome de dépersonnalisation. D'ailleurs, on notera aussi que la musique du générique a été conçue par Iggy Pop, une figure qui a souvent mis en avant la consommation de cannabis tout au long de sa carrière. Pour cette 4e séquence un peu plus courte, on va se pencher sur les super nanas qui se retrouvent confrontées à un panda qui veut toujours faire la fête et qui se considère comme le panda le plus heureux du monde. Dès le début, on voit que sa vision du bonheur est forcée et artificielle, une euphorie exagérée qui pourrait rappeler l'effet d'une substance comme l'ecstasy. Cette drogue, à base de MDMA, est connue pour procurer un sentiment intense de bien-être, d'euphorie et de connexion avec les autres. Mais cet état est temporaire. En plus de ça, les animations et visuels très colorés avec des arcs-en-ciel partout sont bien en accord avec les représentations du grand public par rapport à l'ecstasy, notamment en rave party. L'objectif de ce panda est de rendre tout le monde heureux comme lui, un peu comme ces personnes en soirée qui veulent absolument que tu consommes la même chose qu'eux pour se connecter à toi. Et pour arriver à ses fins, il va tout simplement balancer des pilules d'exta dans la tronche des super nanas. Une fois touchés par ces pilules, les super nanas indiquent aller mieux que jamais, avec des pupilles complètement éclatées, et se mettent donc à twerker. Seul Rebelle résistera à la tentation et mettra fin à la fête, permettant au panda de se taper une grosse redescente. Pour terminer, on va se pencher sur mon épisode préféré d'Adventure Time. C'est un épisode complètement dingue et qui, dès mon premier visionnage, m'avait complètement choqué, à quel point il m'avait fait penser à certains moments que j'ai pu vivre lors de trips ou DMT. La DMT ou diméthyltryptamine est une molécule hautement hallucinogène, naturellement présente dans certaines plantes.
Elle est souvent consommée pour ses effets psychédéliques intenses et peut induire des expériences profondes de transcendance spirituelle et d'exploration de la conscience. Lorsqu'elle est fumée, la DMT peut provoquer un phénomène connu sous le nom de breakthrough. Ce moment est caractérisé par une immersion soudaine et intense dans une réalité alternative, où l'utilisateur peut ressentir une déconnexion complète de son corps et de son environnement. Les effets incluent souvent des visions vibrantes et complexes, une sensation d'être transporté dans un autre monde, et des rencontres avec des entités ou des êtres d'un autre plan d'existence. Adventure Time, qui est d'ailleurs un dessin animé qui a déjà, dans d'autres épisodes, clairement indiqué l'existence de la DMT. Du coup, leurs glandes pinéales abreuvent leur cerveau d'adrénaline, de dopamine et même de diméthyltryptamine. Ce qui nous montre bien que son créateur est très au courant de cette substance. Dans l'épisode Un rêve capitonné d'Adventure Time, Finn se retrouve transporté dans un monde onirique en entrant dans son château d'oreiller. Cet univers entièrement composé de coussins et de matelas est à la fois accueillant et réconfortant. Dès qu'il arrive, il est émerveillé par la douceur et la chaleur de cet environnement. La première chose qu'il remarque, c'est que tout est fait d'oreillers, allant des paysages aux créatures qu'il habite. Dans ce monde, Finn se sent libre de créer la vie qu'il désire, loin des contraintes et des luttes qu'il rencontre dans le monde réel. Il commence à explorer cet espace doux et accueillant, se liant d'amitié avec les oreillers qui parlent. Ces personnages, bien qu'innocents et joyeux, reflètent aussi certaines facettes de la vie que Finn laisse derrière lui. L'un des moments clés est sa rencontre avec Choco, une belle créature en forme d'oreiller qui représente l'amour et la douceur. Leur connexion est immédiate. Il est évident que Finn voit en elle une chance de construire une vie pleine de bonheur. Finn et Choco se marient rapidement, et il se sent comblé par cette nouvelle existence. Ensemble, ils construisent une maison douillette, décorée de coussins colorés, et s'installe pour fonder une famille. Au fil des ans, Finn fait l'expérience de la paternité, accueillant plusieurs enfants dans leur foyer. Ces moments de joie familiale, comme jouer avec ses enfants, organiser des pique-niques en plein air sur des coussins moelleux et partager des rires, créent une belle atmosphère de bonheur domestique. Mais le temps passe dans ce monde de manière différente. Finn observe comment il vieillit, ses enfants grandissent et il ressent les hauts et les bas d'une vie de famille. Les premières années sont pleines de joie et d'enthousiasme, mais au fur et à mesure qu'il vieillit, il commence à ressentir une certaine mélancolie. Il se rend compte que, bien qu'il soit entouré d'amour et de chaleur, quelque chose lui manque. Arrivant à la fin de sa vie, tous ses proches sont à son chevet, et Finn décède. Et c'est à ce moment-là qu'il vit un trip extrêmement visuel, reproduisant vraiment bien les diverses visions kaléidoscopiques qu'on peut voir en consommant de la DMT, notamment lors d'un breakthrough. Et en fait, il se rend compte que toute sa vie n'était qu'une illusion, comme s'il redescendait d'un trip sous DMT et qu'il oubliait petit à petit toute cette vie fictive qui était en fait devenue sa réalité le temps d'un trip. Cet épisode m'a particulièrement marqué sur cet aspect car il retranscrit hyper bien cette notion d'avoir l'impression d'avoir vécu une vie entière pleine de révélations, disparaissant petit à petit lorsque les effets de la DMT s'amenuisent, nous laissant déboussolés, choqués, avec un ami externe qui nous demande « Alors, comment c'était ?» Et nous, qui avons comme seule réponse « C'était Psychosmos. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Indiquez-moi aussi en commentaire d'autres dessins animés qui contiendraient des références du style pour de prochains épisodes. Et sinon, je vous dis à bientôt.